Bonjour, voici notre troisième rendez-vous hebdomadaire du mercredi matin avec la Maison des Voyageurs à Anderlecht. Ensemble, nous sommes partis à la découverte du monde juif à Kuregem. Nous avons exploré la personnalité de la population juive. La semaine passée, nous avons beaucoup appris sur les habitudes du monde juif et aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec la cuisine juive. Alors la cuisine, ça veut dire que nous allons faire des petits plats. Nous allons aussi vous montrer comment les préparer. Et pour ce faire, je vous invite dans ma cuisine. Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Un grand merci d'être venu m'aider pour montrer toute la cuisine juive. Mais c'est vrai que tu es un pro de la cuisine juive. Pour moi c'est un plaisir, c'est un mechaï comme on dit en yiddish. Un mechaï, tout à fait. Donc une bénédiction pour la vie. C'est ça. Effectivement. Eh bien, comme on disait, cuisine juive, c'est de la cuisine. La cuisine, c'est pour manger. Il n'y a pas de repas qui ne commence pas avec du pain. Alors le pain normal, on ne va pas l'évoquer, mais on va vous évoquer ici la challah. La challah, c'est le pain de Shabbat. Alors le pain de Shabbat, comme vous voyez, c'est tressé. Il y a des grands, il y a des petits. Ça va d'habitude par deux. Ici, il y a des graines de sésame dessus. Chez toi, Philippe, c'est aussi des graines de sésame? Des graines de pavot. Graines de pavot, c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est marron comme ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est de badigeonner avec un jaune d'œuf. Donc, une fois que la challah est terminée, on va badigeonner avec un jaune d'œuf avant de le mettre dans le plat au four. Avant de le mettre au four. Alors, c'est tout simplement de la pâte, donc, de brioche. Et donc, elle se fait, vous devez faire 4 boudins en forme de citron. Vous les mettez ensemble, vous commencez à les tresser. Et puis voilà, le jaune d'œuf, les graines, pavot ou sésame. Et au four, combien de temps? Une vingtaine de minutes. Si mes souvenirs sont bons, c'est une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Alors pourquoi la challah, le pain de Shabbat, pourquoi il est tressé? Il est tressé tout simplement parce qu'on arrive au jour du repos et on quitte les méandres de la vie, les circonvolutions qu'on a connues pendant toute la semaine pour quelque chose de simple, pour quelque chose de reposant. Il n'y a pas que le pain de Shabbat dans le judaïsme. Il y a aussi le pain de la Pâque. La matzah, quand il y en a plusieurs, on dit matzot, et c'est ce qu'en français on appelle le pain azim. Le pain azim, tout à fait. Alors, pourquoi on le mange? On le mange surtout à Pessah, la Pâque et la Pâque juive. Et pourquoi? Parce que c'est pour commémorer en fait la fuite d'Égypte. Les Hébreux n'ont pas eu le temps de prendre beaucoup d'ingrédients avec eux, ils avaient juste de la farine et de l'eau. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec la farine et de l'eau? On fait des matzahs, on fait cuire ça sous la pierre, au soleil, et voilà ce que ça donne. Et à Pessah, on ne mange que la matzah. C'est ça. Et donc, c'est un pain azim, c'est comme une galette un peu craquante, ça fait des miettes partout, et c'est juste de la farine, de l'eau et du sel. Et un peu de sel. Aucun autre ingrédient qui pourrait venir dans les fantasmes, vous voyez ce que je veux dire, que de l'eau, de la farine et du sel. Alors, nous allons continuer et nous allons commencer, comment dirais-je, avec de la saumure, les cornichons en saumure. Cornichons en saumure. En polonais, ça s'appelle ugurke. Ah, comme ça? Ugurke. Ugurke. En yiddish aussi. Ugurke, en yiddish, absolument. Alors, pour faire les cornichons en saumure, quels sont les ingrédients? Alors, je vais vous les montrer. Donc, primo, on a besoin des cornichons, voilà, des petits cornichons, pas trop grands, comme ceci. Voilà. On peut éventuellement faire la même recette avec des tomates vertes. C'est un autre goût, mais c'est très bon aussi. Alors, les autres ingrédients, on aura besoin une gousse d'ail, des graines de poivre, et éventuellement des piments, mais faites attention, ceux-ci sont très piquants. Et puis, on a besoin à peu près l'équivalent pour un pot de cette grandeur-là, on a besoin à peu près de 3 poignées de sel. Alors, je vous montre comment procéder. Vous allez prendre vos cornichons et les introduire un par un dans votre pot.
vous essayez de bien remplir pour qu'il y ait le moins d'air possible. Voilà. Lorsque c'est fait, vous allez introduire vos autres ingrédients un par un, notamment la gousse d'ail, les 3 bonnes cuillères à soupe de sel, vos grains de poivre et les piments, l'équivalent d'une cuillère à soupe de dill, voilà, et puis nous terminons par de l'eau. Nous avons fait bouillir de l'eau, mais dans ce cas-ci, elle a déjà tiédi, et nous terminons par mettre l'eau. Voilà, comme ceci. Nous refermons le pot. Nous allons le laisser à peu près l'équivalent de 3 jours à la lumière, et au bout de 3 jours, on le laissera dans le noir. Et au bout de 3 semaines, vous aurez ceci. C'est magnifique. C'est magnifique. Et on peut ouvrir? Bien sûr, on peut même goûter. Voilà à quoi ça ressemble, je vais vous en montrer un. Ah oui. Vous voyez? Ah oui, ils sont tout ramollis, hein. Voilà. Voilà, au départ, voilà exactement ce que ça donne. Eh bien Philippe, merci pour les cornichons à la saumure. En tout cas, après les akouskis, on va continuer sur les entrées. Alors en entrée, nous allons voir le foie haché, la carpe farcie et les oignons hachés. D'ailleurs, les oignons hachés, on va les faire. Alors pour commencer, le foie haché. Alors, le voici, je te le donne. On appelle ça comment en yiddish? Alors, en yiddish, c'est du Gerteleber. Gehakteleber. C'est la traduction, en fait, du foie haché. Oui, mais comme en néerlandais, hein, lever, leber, c'est la même chose. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, des petits foies de volaille qu'on fait revenir à la poêle, des oignons aussi revenus à la poêle, et on rajoute après des œufs. Alors, ce qu'on peut cuire aussi, c'est soit à l'huile, et avant, souvent en Pologne, on cuisait avec ce qu'on appelle du schmaltz. C'était la graisse de d'oie. Le schmaltz, Le absolument. fameux schmaltz. Voilà, et on reviendra après pour le chulent. En tout cas, regardez comme c'est appétissant. Ça a vraiment l'air super. Ben, on en mangera tout à l'heure, n'est-ce Bien pas? sûr, on en montrera. Alors, donc, c'est fini pour le Gehakteleber. La carpe farcie, à quoi ça ressemble? Alors, je te la Ah donne. voilà, nous avons carrément une darne. Ça s'appelle comment en yiddish? En yiddish, c'est du gefilte fish. Gefilte fish. Ben, fish, comme en anglais, fish. Donc, du poisson farci, du gefilte. Du poisson Gefilte, farci. en flamand. Sauf que c'est avec de la pâte. Carpe, en Pologne, c'était un poisson pas cher. Exactement. Oui. Voilà. Alors, il est garni avec, donc, à l'intérieur, une petite farce de colin, je pense. On peut employer toutes sortes de poissons blancs, souvent le poisson blanc. Et alors, il ne faut pas oublier, ce qui est les spécificités de ce poisson, c'est qu'il est sucré. Donc, on rajoute du sucre. Mon père, par exemple, rajoutait des petits beurres. Mon père rajoutait des petits beurres. Donc, effectivement, en Pologne, il est sucré. Chez nous, en Hongrie, il est poivré. Salé poivré. Alors, avec une petite garniture de carottes. Et puis, le rouge que vous voyez, eh bien, c'est le wasabi des Juifs. Alors, qu'est-ce que c'est? Le wasabi des Juifs, c'est du réfort, tout simplement. C'est donc de la racine de réfort, c'est comme le wasabi, sauf que c'est une racine qui pousse chez nous, qui est râpée et dans laquelle on met du jus de betterave pour que ce soit rouge. Alors, la carpe farcie est un plat que moi je trouve délicieux quand c'est salé poivré. Et toi, Philippe, quand c'est sucré? Moi, j'aime bien quand c'est sucré. Voilà. Je peux pas le manger quand c'est sucré, j'imagine que toi, tu peux pas le manger quand c'est poivré. J'ai jamais essayé, je dois avouer que j'ai jamais essayé. Ah ben voilà, celui-là, c'est un poisson hongrois. Ok, on essaie. Voilà. Et ben voilà, suite à ça, nous allons passer aux œufs hachés, mais nous allons devoir le faire. Et pour le faire, nous aurons besoin donc d'un oignon, nous aurons besoin de quelques œufs durs, que voici, que nous allons décortiquer, que nous allons hacher, et puis l'oignon qu'on va découper, qu'on va hacher et qu'on va cuire aussi. En yiddish, mon père, il appelait ça des ksibeles mit Eier. Ksibeles, ce sont les oignons, et Eier, ce sont les œufs.
C'est de la absolument. Voilà, voilà. Alors, comme je le disais, on a besoin des œufs durs, un oignon et aussi du schmaltz. Le schmaltz, c'est de la graisse d'oie. Ça va servir pour cuire. Alors évidemment, on décortique les œufs. Ça se fait relativement rapidement. Alors pendant que je décortique les œufs, Philippe, on peut raconter l'histoire du schmaltz. Oui, la blague avec le schmaltz. Ah, de la tartine de schmaltz. De la tartine de schmaltz où il s'est passé un miracle. Oui, il s'est passé un miracle. Et donc, c'est donc dans un petit shtetl, dans un village juif polonais, tout le monde était très pauvre et donc on avait juste un petit peu de graisse d'oie, comme ceci, qui servait de beurre pour mettre sur les tartines. Et un jour, le petit garçon prend sa tartine avec le schmaltz qui est beurré dessus et il la fait tomber. Évidemment, normalement, quand la tartine tombe, elle tombe sur le côté beurre, sur le côté schmaltz. Cette fois-ci, elle tombe sur le côté sec. Alors, après avoir été chez le rabbin et que le rabbin a réfléchi pourquoi est-ce qu'il y a eu un petit miracle, le rabbin dit non, c'est pas un petit miracle, c'est toi qui as mis le schmaltz du mauvais côté. Alors, nous avons les œufs, nous allons maintenant éplucher l'oignon. Ça, évidemment, c'est un petit peu plus délicat. Et alors, quand ça c'est fait, c'est donc pratiquement fait, il y en a encore quelques-uns qui sont un peu grands. Quand ça c'est fait, nous allons mettre une cuillère de schmaltz, une noix de schmaltz dans la casserole, comme ceci. Voilà. Et nous pouvons passer à la cuisson. Voilà, je fais fondre la graisse d'oie dans la casserole. Et dès que c'est fondu, je vais y rajouter les oignons. Et donc ça réagit vraiment comme de l'huile. Hein. Vous voyez, le liquide qui est là, c'est de l'huile. Voilà, c'est pratiquement prêt. C'est assez chaud. À cette époque-là, vous savez, tous ces plats que nous faisons, ce sont des plats de pauvres. À cette époque-là, les gens n'avaient pas d'argent pour s'acheter de l'huile. Alors ils utilisaient la graisse d'oie. C'était une graisse dont personne ne voulait. Eux l'utilisaient. Les oignons sont bientôt frits. Vous voyez comme ça frit bien dans la graisse d'oie et ça donne une bonne odeur en plus.
une odeur typique de petits villages juifs des fins fonds de Galicie ou de Transcarpathie. Voilà. Voilà, c'est prêt. Je vais extraire les oignons en gardant bien la graisse d'oie dans la casserole parce que nous en aurons besoin tout à l'heure. Vous voyez, aujourd'hui, quand on a terminé une friture, souvent on jette l'huile, mais là, la graisse d'oie, on ne peut pas se permettre de la jeter. Encore quelques petits morceaux d'oignon, et nous y sommes. Voilà. Alors, je vais chercher les œufs que j'ai écrasés tout à l'heure. Nous mettons ça dedans avec un petit peu de sel. Alors, c'est amusant à dire, mais chez les Juifs, on ne consomme jamais les œufs sans sel. Et un petit peu de poivre. On mélange bien le tout. Et nous y sommes. Et voilà qui est fait. Voilà, il ne reste qu'à transvaser et servir. Avec ça, nous avons terminé les entrées et nous avons 2 plats de potage à vous proposer. Eh bien écoute, c'est fini Philippe, on va le manger. Maintenant, je vais faire un petit peu un brin de toilette. Tu nous parles des soupes. Alors, donc on a fini les entrées, donc on va passer aux soupes. Alors on va préparer 2 types de soupes. La première, donc, c'est ce qu'on appelle le bouillon de Knedler. Là, le bouillon de Knedler, oui, et puis après le borsch. Et après le borsch. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans le bouillon Knedler? Alors, pour faire le bouillon proprement dit, on a besoin donc de carottes, on a besoin d'oignons, on a besoin un peu d'ail, ça dépend. Je sais que certaines, toi tu n'aimes pas l'ail, mais nous, dans la recette familiale, on emploie plutôt de l'ail, du sel, du poivre, du céleri et des poireaux. Alors on coupe le tout en petits morceaux, on met dans la casserole et on fait mijoter pendant un petit temps. Et puis on enlève le tout. Et puis on enlève les légumes, ça dépend. En général, ça peut se manger comme un consommé, à ce moment-là on retire les légumes, ou on peut servir avec les légumes, ça dépend. Pas oublier aussi ce qu'on appelle le poulque, mettre une poule dedans, ou éventuellement, si on n'a pas de poule, à ce moment-là on peut mettre un bouillon cube, mais je préfère quand même la poule. Chez moi c'est avec une poule. Voilà. Et alors après il y a les Knedler, et voilà. Je vais déjà montrer quelle gueule ça a. Peut-être tu nous expliques comment on fait les Knedler. Alors... Voilà. Les Knedler, il faut ce qu'on appelle du matzemehl. Alors, qu'est-ce que c'est le matzemehl? Vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai parlé des matzahs. Eh bien, c'est simplement la matzah qui est concassée, qui est hachée en tout petits morceaux, pilée, voilà. Et ça devient, je peux vous montrer ici, voilà, ça devient simplement une farine, une poudre comme ça. Et vous allez voir... En fait, c'est quand même plus grossier que de la farine. C'est un peu plus gros.
on va dire que c'est de l'ordre du millimètre. C'est un peu comme des grains de sable, si vous voulez. Si vous la touchez, on peut la sentir. Donc voilà, comme ça. Et c'est avec ça qu'on fait ça. Qu'on fait donc les boulettes que vous avez là. Et les ingrédients, c'est très simple. C'est des œufs, de la farine de matza et de l'eau. Et puis, une fois qu'on laisse un peu reposer, et après on roule. On roule à la main, on fait des boulettes. Il faut un peu tremper ses mains dans l'eau pour pas que ça colle. Et puis on laisse, pas dans le bouillon, on met à part dans de l'eau bouillante. Au bout de quelques minutes, quand il remonte, ça remonte, c'est fait. Et on mange avec le bouillon. C'est le petit miracle de Pessah, ça remonte vers ça le haut. Remonte vers le haut. Voilà. Alors, et puis on a aussi des lokshen. Des lokshen. Ce sont des pâtes. Aux œufs. Et quand tout est prêt, eh bien, on peut tout mettre dedans et on réchauffe un petit peu, c'est prêt à servir. Nous savons que notre caméraman adore ça. On va le préparer spécialement pour lui. Voilà. Et puis maintenant, nous pouvons passer au borscht. Au borscht qui demande une préparation un petit peu plus élaborée. Alors pour le borscht, si tu peux peut-être nous montrer, on a besoin des betteraves rouges. On a besoin des betteraves rouges. Voilà. Alors toi, tu as préféré la facilité. Tu as pris directement des betteraves déjà pelées, mais sinon vous pouvez acheter également des betteraves fraîches. Il suffit simplement de les peler. À ce moment-là, vous les coupez en petits morceaux et vous les mettez dans une poêle. Ce qu'il vous faudra d'autre, c'est à peu près pour 1 litre d'eau, il faudra à peu près une gousse d'ail par litre d'eau, sel, poivre, et vous laissez facilement cuire une bonne heure. Alors après, nous avons le résultat. Luc, si tu peux nous le montrer. Donc, vous avez les morceaux de betterave qui pourront après nous servir pour faire une salade avec de l'huile et moi je mets de l'huile, du sel, du poivre et des citrons. C'est une super petite salade bien fraîche. Et donc, pour la soupe, on ne garde que le liquide. Que le liquide. D'accord. Ce qu'on appelle le borscht proprement dit. À ne pas confondre avec le borscht russe qui n'a strictement rien à voir. Le borscht russe, il y a de la viande dedans, il n'y a pas de betterave. C'est un plat totalement différent. Ici, je parle du borscht polonais, qui était... presque tous les juifs mangeaient ça, et les polonais aussi. C'est un plat typique. D'accord, mais je vais vous donner alors la louche, pas la louche, l'écumoire pour enlever les morceaux de... Voilà. Et alors, aussi, Luc, si tu peux me donner alors la purée, parce que dans ma famille, on avait, alors je pense qu'il y a peut-être d'autres familles qui faisaient ça aussi, mais donc on avait une recette qui était de manger, donc une fois que le borscht est très chaud, ce qu'on faisait, c'était, on prenait une cuillère, je vais vous montrer, voilà, j'ai retiré les betteraves, ça nous permettra de faire une salade. Et comment faisait-on? Eh bien, simplement, on prenait la cuillère, chacun avait un bol avec un peu de purée dedans, on prenait sa cuillère, et puis simplement, dans un autre plat, avec du borscht dedans, on trempait, et voilà. Et voilà ce que ça donne. Et c'est un délice. Donc la purée de pommes de terre avec des oignons sautés, et le borscht. C'est magnifique. Alors, la petite variante hongroise pour la fête de Pentecôte, pour la fête de Shavuot. Donc, je prends une petite louche, une petite assiette. Je prends une petite louche de ce délicieux borscht. Une louche suffira, comme deuxième petite louche. Voilà. Et je prends de la crème fraîche. On va un peu écarter ceci. Voilà, nous on mangeait ça comme ceci, et ça fait une jolie couleur. Ah oui, on a un rose pâle. Voilà, c'est quand ça devient rose bonbon, on y est. Voilà. Et ça, tu m'as dit, c'est un plat de Shavuot. Un plat de Shavuot, un plat de la Pentecôte. Voilà, exactement, c'est exactement la bonne couleur. C'est vraiment une question de couleur, et je goûte. C'est tout à fait le goût de ma grand-mère. C'est parfait. C'est vraiment ça qu'elle faisait. Eh bien,
maintenant, nous allons passer au plat de résistance. Au plat de résistance, et on commence avec les latkes. Avec les latkes, donc c'est un plat de pommes de terre, alors que l'on fait spécialement aussi pour la fête de Hanouka. Alors pour la fête des Lumières. La fête des Lumières, tu pourrais peut-être nous en expliquer un peu plus. Ben, les latkes, comme c'est des pommes de terre râpées principalement, on les cuit dans l'huile, et à la fête des Lumières, comme le miracle tourne autour de l'huile, eh bien on fait beaucoup de choses qui sont cuites dans l'huile. Voilà. Et donc, les latkes, je crois qu'il n'y a pas d'autres ingrédients. Hein. On râpe les pommes de terre. On met de la farine peut-être. Oui, un peu de farine, comme liant, effectivement. Comme liant, oui. Alors, il y a certaines recettes, des gens mettent aussi parfois des oignons. Et des œufs. Alors moi, je le fais au plus simple possible. Ce n'est que des pommes de terre râpées avec de la farine. Voilà, c'est tout. Moi, parfois, j'ajoute un légume dedans pour rire. Voilà, on peut le faire aussi comme ça. Et puis alors, à côté de ça, nous avons les choux farcis. Les choux farcis, qui est un travail d'art en vérité, parce qu'il faut d'abord cuire le chou de manière à ce que la feuille de chou devienne très malléable pour pouvoir donc envelopper la farce. Philippe, qu'est-ce que nous avons dans la farce? Alors dans la farce, on fait cuire du riz. Après, une viande, en général c'est une viande de bœuf qu'on va mélanger. Donc cette viande de bœuf, on va la mélanger avec le riz, à peu près 50-50. Il y aura aussi un peu d'oignon. Et puis on va donc malaxer, faire comme une espèce de... Ça ressemble un peu à un oiseau sans tête en fait. Et puis on va le chou qui sera bien amolli, on va pouvoir le refermer et le refermer autour de la viande. Et à ce moment-là, on met à cuire, et comme on peut le voir ici, la sauce, c'est une sauce à base de tomates, et je vois, puisque je pense que c'est de nouveau une recette hongroise, donc je pense qu'il y a du paprika. Hein, c'est bourré de paprika comme toujours, pour tout ce qui vient de Hongrie. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, on a le clou. Le clou, c'est le chulent. Le chulent est encore une fois un plat de pauvre, qui est fait avec des haricots. Peut-être nous avons les ingrédients ici. Voilà. Donc il y a un petit peu de pommes de terre, il y a des oignons. On a les haricots. Voilà, on a donc un mélange de toutes sortes de haricots. Des haricots blancs, des petits haricots blancs, des haricots bruns, des haricots rouges. Voilà. Et l'orge perlée. De l'orge perlée, absolument. Et alors, donc il y a des petits morceaux de viande. Ce que nous avons aussi, c'est ce qui ressemble à du saucisson. Ce qui ressemble à du saucisson, et c'est pas du saucisson. C'est tout simplement... Du quiche. C'est du quiche. Donc, du quiche, ça veut dire des intestins, mais c'est pas des intestins du tout. C'est de la farine, du bouillon, du sel, de l'huile, donc en fait du schmaltz. De nouveau, c'est surtout de la farine et du schmaltz. Et chez nous en Hongrie, on met énormément de paprika dedans. On peut le voir. Et donc voilà. Il y en a un qui est fait avec du paprika et l'autre qui est plus clair, je suppose sans paprika. Voilà, celui-ci, il est sans paprika, effectivement, il est plus clair. On le voit bien. Alors ça, c'est délicieux. C'est un plat de Shabbat tout à fait typique. Vraiment tout à fait typique. Alors là, j'aurais une histoire que mon père me racontait. Donc à Shabbat, comme vous n'êtes pas sans savoir, vous ne pouvez pas travailler. Donc à partir du soir, le vendredi soir, Shabbat commence. À partir de ce moment-là, on ne peut plus faire un travail. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et donc, comment être sûr que le samedi soir, on puisse manger quelque chose de chaud et de très bon, notamment le cholent, le chunt, comme disait mon père. Eh bien, juste avant de commencer Shabbat, les gens du village, du shtetl, comme on dit, allaient chez leur boulanger, qui lui avait fini aussi de travailler, mais ils avaient des fours à briques réfractaires, et donc le four restait chaud 24 heures. Donc tous les gens préparaient les ingrédients dans des casseroles, le boulanger mettait toutes les casseroles dans le four, et le lendemain, pour la fin du Shabbat, les gens venaient rechercher leur chulent, leur casserole avec le chulent qui avait cuit pendant 24 heures, qui avait mijoté, et c'était un vrai délice. Ils retournaient à la maison et ils n'avaient plus qu'à manger. Et c'était un vrai délice. L'histoire se perpétue encore aujourd'hui. Moi, pour le vendredi soir, je commence à le cuisiner le mercredi soir.
Le mercredi soir, je fais le quiche que vous voyez ici. Parce que il faut le mélanger, ça doit aller dans le frigo, il faut le ressortir, il faut le remalaxer, il faut faire tremper les haricots au moins toute une nuit. Et donc le jeudi matin, je me retrouve avec les haricots qui ont bien trempé, je les fais bouillir 15 minutes dans l'eau, je les remets dans l'eau et le jeudi soir, je commence à préparer ma casserole avec tous les ingrédients et je le fais cuire à feu tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux et c'est prêt le vendredi soir. D'ailleurs, on dit que le mot cholem vient de chaud lent en français, hein, tout doucement du chaud lent. Absolument. Et dis-moi, Philippe, nous avons aussi un autre ingrédient ici qui ressemble à des lentilles, mais c'est un peu pyramidal. Ce sont des petites pyramides, on dirait. C'est quoi? Alors, c'est du sarrasin qu'on appelle kasha. En polonais, je suppose que c'est kasha, mais mon père appelait ça aussi kasha. On appelle ça de la kasha. Voilà. Oui. Et ceci, voilà, c'est les grains qui lui ressemblent, mais voilà, les grains, quand ils ne sont pas encore passés dans l'eau salée, voilà à quoi ils ressemblent. Et ça s'achète facilement, c'est des boîtes qui sont je faites. peux montrer, j'ai ici un exemple, ici on trouve ça facilement, voilà, c'est écrit kasha. Dans les rayons cachers, voilà. Des grands magasins. Et en plus, pour faciliter la cuisson, vous avez directement un sachet cuisson. Tout à fait. Alors ça se mange un peu comme un féculent, comme du riz. C'est vraiment savoureux, c'est vraiment très très savoureux. C'est plein de vitamines, beaucoup plus que dans le riz, et accompagné d'une petite sauce. C'est vraiment délicieux. Et moi, je conseille même de manger ça comme les biebranntfarfeler, de cuire d'abord des oignons. Et lorsque les oignons sont bien revenus, sont bien dorés, on mélange avec la kasha. Eh bien oui, montrez-nous les farfeler justement, parce que nous allons vous en préparer. Nous allons vous en préparer on live. On live, ce sont, si vous voulez, ce sont des petites pâtes, ce sont des petits grains de pâtes qui ont été un peu braisés. Et pour la préparation, donc on les rebraise. On fait d'abord frire des oignons. On fait, sur les oignons frits, on fait frire les farfeler. On rajoute l'eau et puis tous les ingrédients. Et ça, nous allons le faire pour vous dans un instant, le temps de débarrasser tout ce qu'on vous a présenté. Voilà, comme promis, on va vous faire cuire des farfeler. Les farfeler, ce sont des petites pâtes braisées qu'il y a moyen de braiser encore plus. Alors, j'ai ma casserole, je reprends ma graisse d'oie, qui a déjà un petit peu liquéfié depuis tout à l'heure. Voilà, plein de graisse d'oie, parce que c'est bon pour la santé quand on n'en mange pas trop. Voilà, alors j'attends que ça fonde. Je vous rappelle que la graisse d'oie, en yiddish, on appelle ça du schmaltz. Vous voyez, c'est fondu. Alors, je laisse chauffer un petit peu et je prends mes oignons, cette fois-ci, des oignons rouges, parce que c'est très savoureux. Je mets tout ça dedans. Vous entendez comme ça grésille? Voilà. Dès que les oignons seront frits, eh bien, on pourra mettre les farfeler dedans. Les petites pâtes braisées. Et nous sommes prêts à verser les farfeler dedans. Et voilà. Les farfeler vont commencer à cuire, à se mélanger à la graisse d'oie. Nous allons aussi assaisonner. Donc un peu de sel, un peu de poivre, et de la noix de muscade pour rajouter du rythme.
Dans la noix de muscade, il y en a dehors et il y en a dedans aussi. Ça donne un bon petit goût, légèrement exotique, des montagnes et des Carpates. Alors, dès que ça aura braisé un petit peu plus, on va envoyer l'eau et vous allez voir, ça va faire un beau nuage. On y est presque. Voilà, c'est parti pour 20 minutes de cuisson. Alors moi j'aime bien aussi mettre un petit peu de curry dedans, mais le curry ça fait plutôt asiatique, ça fait pas très juif. Alors je vous rappelle que ce genre de sachet, donc ce sont Fresh Homemade Farfel, c'est quelque chose que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, au rayon cachère. On va mettre à feu un petit peu plus doux, parce qu'il ne faudrait pas que ça brûle. Et voilà, dès que toute l'eau est absorbée, que les farfeleurs, donc les petits grains, sont mous et très légèrement croquants, al dente, eh bien c'est prêt. C'est prêt et c'est délicieux. Ça se mange avec une petite sauce de viande, avec une petite sauce au fromage, avec ce genre de choses-là. Mais si on fait la sauce au fromage, je déconseille d'utiliser la graisse d'oie comme graisse. Il vaut mieux utiliser de l'huile alors. Vous voyez, ça gonfle déjà un petit peu. Vous faites attention aussi parce que parfois il faut rajouter un petit peu d'eau. Et voilà, on va laisser cuire et remuer de temps en temps. Voilà, là c'est presque prêt. On voit que tout devient relativement compact. Il faut prendre un gros grain comme ça et le goûter. Voilà, les gros grains doivent être al dente et les petits doivent être mous. Donc ce sont des pâtes. Ce sont des pâtes, vous mangez ça comme du riz. C'est vraiment très savoureux. Et voilà, nous avons terminé. Alors Philippe, la dernière recette de plat de résistance, c'est une recette juive belge, pour les Belges qui vivent à l'étranger. Et donc, c'est une vraie recette juive belge, je vais vous la présenter et je vais vous montrer ça. Donc, c'est contenu dans ce petit paquet, et c'est ce que mangent tous les juifs belges à l'étranger. Mais voyons ça attentivement d'ailleurs. Ah, voilà. Et avec de la mayonnaise en plus. Frites avec mayonnaise, c'est effectivement le meilleur plat que les juifs belges mangent à l'étranger. Quoi de plus belge, hein? Quoi de plus belge? Mais c'est pour bien montrer que
que, comment dirais-je, que les Juifs en Belgique, les Juifs en Anderlecht mangent comme tous les Anderlechtois. Bien sûr. Ah, enfin le dessert. Eh oui, tout à fait, Philippe. On ne peut pas manger de si bonnes choses, présenter de si bonnes choses, et pas amener un dessert savoureux et délicieux. C'est du Käskirche, du gâteau au fromage. Du gâteau au fromage, Käse, comme en bruxellois, du fromage. Kirche, Kuchen, c'est la même chose. Et Käskirche, donc un super gâteau au fromage, mais j'imagine qu'il y a plein de variantes aussi dans le gâteau au fromage. Ah, il y a autant de variantes qu'il y a de juifs. Alors, par exemple, mes parents, eux, ils avaient une recette à base donc, de fromage, on mettait notamment la ricotta, alors des œufs, du sucre bien sûr, et alors du citron, un peu de citron et du zeste de citron. Et alors, la variante que moi j'ai par rapport à mes parents, c'est que mes parents pilaient des petits beurres, tandis que moi je le fais, plus bruxellois bien sûr, je le fais à base de spéculoos. Ah, le spéculoos, ça fait vraiment très bruxellois, très Kurogen, effectivement. Exactement. Eh bien écoute, en tout cas, grand merci, on va aller déguster tout ça, et on va remercier donc tous les auditeurs de nous avoir suivis. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore un nouvel aspect de la vie juive à Kurogen. Allons manger. Le principal. In Stirn, Zirechite, in Agite, Mandike, Schuh, die Federschied.